La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Plus de 3 mois après son examen en commission, la proposition de loi de notre collègue Arnaud Leroi pour une économie bleue poursuit sa navigation parlementaire et nous réunit en séance publique. Les mesures contenues dans le texte sont attendues par les acteurs socio-professionnels concernés. Elles le sont dans l'ensemble plutôt consensuelles et il serait étonnant qu'elles ne rencontrent pas un large assentiment sur tous les bancs de notre hémicycle. Mais bien évidemment, ce consensus ne s'est pas créé ex nihilo. Il ne surgit pas du fond des eaux, comme le regret souriant provenant des balcons du ciel en robe surannée, comme l'écrivait Charles Baudelaire. En matière d'affaires maritimes, comme dans tant d'autres, dans la complexité de nos sociétés contemporaines, un consensus est le fruit d'un travail de fond. Et nous devons cet ouvrage à un effort remarquable de notre rapporteur Arnaud Leroi. Et au nom des députés du groupe de RDP, permettez-moi de vous adresser, chers collègues, mes sincères félicitations. Vous avez relevé un défi pas banal. Votre rapport d'octobre 2013 sur la compétitivité des transports et des services maritimes français force le respect. Il fait désormais autorité pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions. La longue liste des personnes auditionnées au cours de votre mission témoigne des dizaines et des dizaines d'heures d'audition. Une lecture même rapide de ces textes permet de comprendre la complexité technique et juridique des enjeux qu'il a fallu apprivoiser pour aboutir à une proposition de loi à la fois ambitieuse et solide juridiquement, une proposition de loi pour redonner du souffle à la politique maritime de la France. Quelles que puissent être les positions et les observations de chacune et chacun d'entre nous sur les mesures proposées, nous ne pouvons qu'être unanimes sur la quantité et surtout sur la qualité du travail effectué. L'effort est d'autant plus remarquable que cette proposition de loi concerne l'activité maritime dans une acception étendue. Elle traite des transports, mais aussi des autres secteurs d'activité relatifs à la mer qui sont étroitement liés. De fait, ce sont ainsi de multiples acteurs socioprofessionnels qui sont impactés par les dispositions du texte, notamment les armateurs, les syndicats, les pêcheurs, ostréiculteurs, conchiliculteurs et exploitants en aquaculture, les professionnels de la plaisance, les spécialistes des énergies marines renouvelables ou encore les exploitants de plages privées. Pour chacun d'entre eux, l'objectif est principalement la simplification, la clarification et parfois aussi le financement des activités concernées. Le pari consistait en la maïeutique d'un équilibre entre les besoins de l'activité économique et les impératifs écologiques, les exigences du développement durable et de la protection de l'environnement, afin de tenter de mieux limiter et de réguler les inéluctables conflits d'usage. L'enjeu est de taille en France. L'économie maritime représente plus de 300 000 emplois directs et 60 à 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Si tous les espaces littoraux sont par définition impliqués, pour certaines régions, elles représentent des pans entiers et essentiels de son activité, en termes d'emploi, de croissance, d'aménagement et de vitalité du territoire, mais aussi d'histoire, de tradition, de savoir-faire et d'identité. Cette identité est d'ailleurs parfois bousculée dans le texte. Le monde maritime n'est pas le plus naturellement enclin au changement. Or, nous avons en France un formidable potentiel en termes de croissance bleue, et certaines habitudes ou blocages fonctionnent comme des facteurs limitants. Alors, pour valoriser nos atouts, nous avons le devoir de regarder lucidement comment nous pouvons ensemble tous gagner en productivité et en compétitivité, tout en respectant les institutions et en améliorant les conditions de travail et la qualité de vie des hommes et des femmes
dont la mer est le quotidien. Dans le titre premier, il y a ainsi plusieurs dispositions pour renforcer durablement la compétitivité des entreprises d'armement maritime et la protection des marins. Parmi les articles de simplification, il y a l'article 1er pour le jaugeage des navires, l'article 2 pour l'embauche des marins avec un état des services pour la liste des périodes embarquées afin de renouveler les brevets et qui pourra être établi pour un ou plusieurs navires d'un même armateur. Il y a aussi des articles adoptés en commission pour la radiation d'office du pavillon français et la délivrance d'un document unique pour l'acte de francisation et l'acte d'immatriculation, qui relèvent de deux administrations différentes, les douanes et l'administration des transports, qu'il convient d'associer plus étroitement. Après l'article 3 bis, je vous propose, avec plusieurs collègues, de soutenir un amendement qui me semble utile. Les associations qui accueillent les équipages des navires en escale dans les ports fournissent des prestations et des services adaptés à leurs besoins. C'est une longue tradition maritime d'accueil des marins en escale et de mise à leur disposition de moyens et services. L'article 3 de la Convention du travail maritime, ratifiée en 2013, qui correspond à une obligation d'une convention internationale, précise que tout membre s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être soient fournis dans les ports appropriés du pays à tous les gens de mer. Or, le système actuel d'une contribution volontaire des armateurs ne me semble pas satisfaisant. Nous proposons donc de créer un droit de port dévolu au financement des foyers d'accueil pour le bien-être des marins. Pour la gouvernance des ports, dans le chapitre 2, il y a des mesures d'adaptation au nouveau cadre des grandes régions. Le chapitre 3 contient des dispositions pour la protection et l'employabilité des gens de mer. L'article 6 renforce le droit des autorités à demander la présentation de la liste d'équipage. L'article 7 permet aux fonctionnaires des affaires maritimes de procéder au contrôle de l'application des dispositions pays d'accueil pour faciliter les échanges entre les services. Il est de notre devoir de veiller de près au phénomène du dumping social, de veiller à réguler la concurrence entre travailleurs, relevant notamment de régimes de protection sociale, de conditions de travail, de liberté syndicale et de minimums salariaux souvent très différents. Ce phénomène, issu de la globalisation des échanges, de la mobilité du facteur travail, touche des pans entiers de notre économie, mais il impacte presque mécaniquement les transports internationaux et en particulier les transports maritimes. Il n'est pas question de détériorer ou de fragiliser les conditions de travail ou les règles de certaines professions. Lutter contre ce phénomène, c'est aussi préserver des bassins d'emploi indispensables à la vitalité de nos territoires littoraux. Nous devons être plus exigeants, car la menace est une réalité. Pour préserver la puissance maritime française, nous devons être en mesure de faire respecter les règles. C'est l'objet de l'article 7. Ensuite, le chapitre 4 comprend des mesures utiles pour renforcer l'attractivité du pavillon français. Il y a l'article 12 qui autorise aux ferries et aux navires de croisière des jeux de casino réservés pour l'instant à leurs concurrents. C'est un débat parfois houleux et je peux comprendre certaines craintes, mais il doit y avoir évidemment des contrôles et une régulation forte, mais le temps de la prohibition me semble désormais révolu. Dans le titre 2, il y a les mesures relatives aux pêches maritimes et aux cultures marines, et donc à la conchyliculture. Les huîtres et les moules sont les abeilles des océans, a-t-on coutume de dire. La préservation de la qualité des eaux et la conservation des zones conchylicoles, comme des zones humides, au titre de leur biodiversité, doivent nous garder des épisodes de forte mortalité que nous connaissons depuis des années, notamment en Charente-Maritime. L'article 18 reconnaît la singularité des zones conchylicoles. En modifiant le Code de l'environnement, cet article permet pour la première fois la mise en œuvre de programmes d'action pour préserver le milieu de tout contaminant. Le titre 3 comporte diverses dispositions sur l'assurabilité des projets d'énergie marine renouvelable ou encore sur l'autorisation donnée aux entreprises ayant une activité internationale d'établir leur comptabilité en devises. L'article 22 prévoit que les restaurateurs affichent sur leur carte le pays d'origine ou la zone de pêche
des produits aquatiques distribués. Nous y tenons beaucoup. C'est une demande constante des députés du groupe 2RDP pour l'ensemble des produits que nous consommons. Les consommateurs et notre production française ont tout à y gagner, y compris pour les produits transformés. Nous ne devons pas céder aux industriels qui refusent cette information aux consommateurs. Globalement, ce texte comporte de nombreuses bonnes mesures. Certaines suscitent le débat et des craintes que je peux comprendre, mais nous le soutenons avec confiance car il donnera un nouvel élan à notre puissance maritime. Alors, en ces temps solennels de défense de la liberté, et à l'occasion de notre débat, nourrissons-nous de Baudelaire qui invite l'homme à chérir la mer, une mer fascinante par son infinitude, une mer à notre image, miroir où l'homme regarde son double comme un frère à la fois jumeau et ennemi, comme l'infini toujours possible de sa liberté. Cette mer, la mer toujours recommencée comme l'écrivait Paul Valéry, elle est notre atout, elle est notre avenir. C'est le sens de ce texte et c'est pour cela que nous le voterons. Merci, Monsieur Falorni. Pour le groupe Gauche